dans notre émission au micro de Caro pour la chronique Au cœur de l'histoire, Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va en pleine forme. En pleine forme toujours. Ça va super bien. Génial, génial. Puis là, tu nous trouves un sujet aujourd'hui qui tombe en lien avec le jour du souvenir. On parle de guerre. Absolument. On va parler de peut-être une des batailles les plus célèbres pour les Canadiens, mais qui est la bataille de Dieppe en 1942, mais qui est très intéressante parce que contrairement à une autre bataille, comme par exemple Vimy, qui suscite moins la controverse, c'est la bataille la plus connue. Les Canadiens en sont très fiers, notamment de l'héroïsme des soldats canadiens. Mais en même temps, il y a matière à débat sur ce qui s'est vraiment passé parce que ça a été un carnage, il faut le dire. Et beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on n'a pas sacrifié les soldats canadiens? Est-ce que les soldats canadiens, leur vie avait la même valeur? Certains parlent de chair à canon, des Canadiens qu'on a menés à l'abattoir. Donc, il y a vraiment une grande controverse. On va essayer d'éclairer tout ça modestement. Ben justement, c'est le temps de le faire. On est dans ce mois-là. Alors, quelle est la situation militaire des Alliés à l'été 1942? Ben ça, c'est important de comprendre ça parce que l'opération de Dieppe, elle s'inscrit dans le contexte en 1942 de la Seconde Guerre mondiale. Ça va pas très bien. En fait, les nazis occupent toute l'Europe pratiquement, sauf la Grande-Bretagne qui résiste. Les Britanniques sont menacés en Afrique du Nord. Là, il y a l'Africa Corps qui lance une offensive puis qui est aux portes du Caire, donc très proche là des positions britanniques. Les Japonais déferlent en Asie du Sud-Est et se sont emparés de pratiquement toute l'Asie du Sud-Est. Et surtout, les Allemands ont été repoussés à Moscou, mais ils ont lancé une grande offensive sur Stalingrad dans le Caucase pour s'emparer du pétrole. Et qui contrôle le pétrole va décider de l'issue de la guerre. Hein. C'est une guerre motorisée, donc on a besoin de pétrole. Donc, mais les Britanniques sont en train avec l'aide des Américains, sont en train de reprendre un peu le poil de la bête. Ça se stabilise un peu. On sent que les Allemands sont moins forts, mais on est loin d'une victoire alliée, ça c'est certain. D'accord. Donc, ça, on met vraiment l'image là, de comment ça se déroule. Et donc, là, il y a eu l'ouverture d'un second front à l'ouest, mais que pensaient les Alliés de ça? Donc, en fait, c'est Staline qui est le dictateur de l'Union soviétique qui réclame un second front à l'ouest, c'est-à-dire que les Alliés organisent un débarquement, ça serait sur les côtes de la France, parce qu'il y a la terrible bataille de Stalingrad et les Russes sont épuisés par la guerre et ils ont beaucoup de difficultés à résister aux Allemands. Et donc, pour donner un peu d'oxygène aux troupes soviétiques, Staline demande qu'il y ait une diversion qui soit faite, un débarquement à l'ouest, et ça forcerait Hitler à dégarnir le front russe, d'envoyer des divisions pour défendre défendre le front à l'ouest, et ça donnerait une chance aux Soviétiques. Mais les Alliés sont contre l'idée parce que tout simplement les troupes alliées ne sont pas prêtes à un débarquement de grande envergure. Ils ont pas beaucoup de connaissances sur les fortifications, comment les Allemands ont fortifié la côte française. Et donc, ils vont utiliser une stratégie différente, c'est-à-dire de faire des raids, d'envoyer des commandos faire des petites attaques contre les fortifications allemandes en France. Donc, ça permettrait aux soldats de se pratiquer, d'avoir de meilleures connaissances sur les infrastructures militaires allemandes. Ouais. Excellent. Et en même temps, ces petites attaques-là affaibliraient les positions allemandes en vue du grand débarquement. D'accord. Donc, ils se préparent, ils se pratiquent. Voilà, ça serait comme une genre de pratique, mais qui permettrait d'approfondir les connaissances du terrain. Et aussi, c'est comme un peu quand on reçoit des morsures, ça nous affaiblit un peu. Donc, c'est des... Petit à petit, ça s'accumule. Exactement. C'est ça. Donc, pour les Alliés, que devient leur plan? Donc,
Le plan, ça va être planifié par Lord Mountbatten, qui est un haut officier de l'amirauté britannique, qui est un membre de la famille royale, et c'est lui qui va projeter une attaque pour s'emparer de Dieppe. Dieppe, qui est un port de mer en France. Et donc, il va y avoir des discussions et on va décider avec l'acquiescement des officiers canadiens que ça va être surtout un corps d'infanterie canadien. Donc, il faut comprendre, les officiers canadiens veulent envoyer leurs troupes. Les Canadiens qui sont stationnés en Grande-Bretagne depuis plusieurs mois, plusieurs années, ils s'entraînent. Ils n'ont pas d'expérience de combat, mais ils veulent se battre. Et l'opinion publique canadienne se dit, laissez-nous faire, laissez-nous montrer notre valeur, notre contribution. On veut participer au conflit. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'on va choisir d'envoyer un raid. Donc, très important, Dieppe, c'est pas un grand département, c'est vraiment un raid. On s'empare de Dieppe, on détruit les infrastructures militaires allemandes et on s'en va. Et en même temps, on prend de l'information pour connaître l'état des défenses allemandes, parce que les Allemands ont commencé à construire ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Okay. Donc, parce qu'ils savent qu'il va y avoir un débarquement tôt ou tard. Donc, on veut savoir comment les Allemands sont organisés sur le plan de la défense. D'accord. Donc, quand on parle de leur stratégie pour ce plan-là, comment est-ce qu'ils font cette approche? Donc, la stratégie, et ça va être probablement ça l'erreur, c'est basé essentiellement sur l'effet de surprise et pratiquement rien d'autre. Donc, oui, grand risque. c'est un grand risque et on va voir, ça va être assez désastreux. Donc, on va faire une attaque sur les plages. Et donc, c'est un terrain assez plat. Sauf qu'à Dieppe, moi, j'y suis allé l'été passé. C'est vraiment impressionnant. Il y a des falaises gigantesques. D'accord. Mais on peut escalader par ce qu'on appelle des ravines, qui sont des sentiers sinueux. Mais les Allemands vont installer leurs batteries en haut des falaises. Mm-hmm. Donc, le plan, c'est vraiment d'attaquer par surprise. Et donc, on ne fera pas appel à une couverture, par exemple, aérienne ou avec des cuirassés équipés d'une artillerie. Et on va miser surtout sur les chars d'assaut. Et donc, parce qu'on se rappelle qu'en 1940, les nazis ont conquis à peu près toute l'Europe grâce à une guerre éclair qui était fondée sur les chars d'assaut. Donc, on est persuadé qu'il faut miser sur les chars d'assaut. Donc, on attaque par surprise. On opère très rapidement avec les chars d'assaut, on s'empare de Dieppe, on détruit les infrastructures. Et donc, ce qui est arrivé un mois avant, c'est qu'il y a eu une première opération qu'on appelle l'opération Rutter, mais qui a été annulée en raison du mauvais temps. Mais ça a été suffisant pour que les nazis s'aperçoivent qu'il y a des préparatifs britanniques. Et la grande erreur de l'état-major canadien et britannique, c'est de dire on continue. Et un mois plus tard, on lance l'opération. Les Allemands savent qu'il va se passer quelque chose à quelque part. Ils savent pas où, mais l'alerte a été donnée et ça va être une erreur parce que là, les Allemands étaient prêts. Ah, ben oui. Donc, comment s'est déroulée finalement toute l'opération? Une histoire d'horreur. Ah. Donc, l'attaque a été faite un soir de pleine lune, donc c'était quand même éclairé. Et les navires pour le débarquement, les navires canadiens, vont rencontrer des navires allemands. Et les navires allemands vont donner l'alerte. Et donc, il va y avoir le débarquement. Mais l'armée britannique et canadienne n'a pas jugé bon, comme je l'expliquais, d'avoir une couverture aérienne, une couverture avec l'artillerie et surtout avec des grands navires qui seraient des cuirassés. Donc, c'est des croiseurs, c'est des petits navires qui sont pas très équipés au niveau des canons. On débarque sur les plages à différents endroits. Donc, l'artillerie allemande sur les falaises va vraiment pulvériser les troupes qui débarquent. Et on débarque évidemment les chars d'assaut, mais en Normandie, c'est un sol particulier avec des gros cailloux qu'on appelle tchert. Okay. Et les chars d'assaut vont s'enliser dans ces cailloux-là. Ils sont pas capables d'avancer. Oh non. Et donc,
il y a quand même 2 escadrons britanniques qui vont se rendre jusqu'à Dieppe, mais la ville est fortifiée et ils vont être arrêtés là. Ils vont être arrêtés là. Donc c'est une entreprise qui est vraiment désastreuse, tellement désastreuse que les Allemands vont témoigner du grand courage des Canadiens, mais vont dire c'était impossible. C'était une mission impossible. Un réel massacre, comme tu le dis. Oui, un réel massacre. Les conséquences de ça, combien qu'on a perdu de soldats? Donc, il y avait 6 000 soldats qui ont été envoyés, 5 000 Canadiens et 1 000 Britanniques à peu près. Donc, effectivement, là, c'est une aventure militaire canadienne. Il y aurait eu 900 Canadiens de tués. Il y en aurait eu 2 500 blessés. Il y aurait eu, je crois... 1900 prisonniers. Voilà, presque 2000 prisonniers. 2000 prisonniers. De guerre, là, ouais. Voilà. Et il y a 300 soldats britanniques qui ont été tués. Et donc, quand j'étais à Dieppe, j'ai visité le mémorial, puis il y avait des films et il y avait un témoignage d'un soldat canadien-français qui racontait que les Canadiens sont revenus sur les navires et là, il y avait l'appel. Et ce qui était angoissant, c'était quand on nommait quelqu'un et on n'entendait pas sa voix, parce que c'était les silences. Les silences, mais la moitié des Canadiens ne sont pas revenus. Ils ont été tués ou ont été faits prisonniers. Donc, quand il y avait l'appel, on entendait parfois une personne se dire présent, mais bien souvent, c'était le silence. Et ça glaçait le sang. Absolument. Donc, quelles sont les leçons apprises de ce raid-là? C'est peut-être une façon de se consoler, mais beaucoup d'historiens militaires considèrent que ça l'a permis le succès du jour J, le D-Day, le débarquement de Normandie. On a appris les leçons. Donc, les leçons pourraient se résumer véritablement là en 3 mots. C'est nécessité d'avoir la supériorité navale, la maîtrise du ciel et la puissance du feu. Donc, le débarquement de Normandie, et ça va être très déterminant, les Alliés vont s'assurer d'avoir la maîtrise du ciel, de ne pas utiliser de simples croiseurs, mais des cuirassés qui sont lourdement armés. On va s'assurer d'avoir des chars d'assaut spécialisés qui vont être capables de se mouvoir sur la plage. Un des grands défauts aussi, c'est un autre des désastres à Dieppe, c'est qu'il y a eu des problèmes de communication avec les officiers dans les navires et les soldats sur la plage. Donc, améliorer la communication parce que ça avait mené à des problèmes de coordination. Et on a compris qu'on peut pas miser uniquement sur l'effet de surprise. Tout se basait là-dessus à Dieppe. Et à partir du moment où l'effet de surprise a été ruiné, avec la rencontre avec les navires allemands, il n'y avait plus d'effet de surprise. C'était impossible de gagner. Donc, on va miser sur la logistique au débarquement de Normandie plutôt que uniquement l'effet de surprise. Puis là, avec le jour du souvenir, c'est justement de se souvenir des histoires de la guerre. Pour cette guerre des Canadiens à Dieppe, qu'est-ce qu'on se souvient aujourd'hui? Je dirais ceux qui s'en souviennent beaucoup, c'est la France. Quand on va à Dieppe, l'unifolié est partout. Il y a des plaques commémoratives, il y a les cimetières, il y a des monuments, il y a un mémorial qu'on peut visiter qui est extrêmement intéressant. Et ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est que les Canadiens, avant de quitter Dieppe, ont lancé un message à la population civile en disant ne participez pas à la bataille, il va y avoir des représailles des nazis. Mais ne vous en faites pas, nous allons revenir. Nous vous promettons que nous allons revenir. Et de fait, ce sont les Canadiens en 1944 qui vont libérer Dieppe. Et on sent toujours à Dieppe ce lien-là entre la promesse tenue par les soldats canadiens et la gratitude des Dieppois. Wow, quand même, c'est spécial. Donc, ce serait vraiment à aller visiter. Tu as eu la chance d'aller voir ça. Il faut y aller. C'est impressionnant et c'est un peu décourageant aussi parce que l'héroïsme des Canadiens était là,
Mais il faut l'avouer, il faut le dire, il y a eu une incompétence des états-majors. Il y a eu de mauvaises décisions qui ont été prises, notamment après la première tentative, l'opération Rutter, de réessayer, mais l'état-major était complètement aveuglé, était persuadé du succès. Même l'officier canadien responsable de l'opération, Monsieur Crerar, avait dit ça va être du gâteau. L'état-major était vraiment aveuglé et il y a des mauvaises décisions qui ont été prises, mais l'héroïsme des Canadiens était là, mais c'est pas suffisant. Non, puis on apprend toujours de nos erreurs. C'est ce qui a été fait et ça a permis le succès du débarquement de Normandie. Voilà. Jean-Philippe Croteau, merci beaucoup pour cette chronique aujourd'hui sur le thème du Jour du souvenir. C'est très apprécié, puis je trouve que c'est une autre partie de l'histoire à se souvenir. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là. Ça fait plaisir.